Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. On est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Au programme aujourd'hui, le débrief des matchs à Poitiers et contre Nantes ce week-end. Une défaite et une victoire, ça ne change pas vraiment de tous les podcasts depuis le début de la saison et on est un peu trop habitué à ce schéma-là. Pour cet épisode, on est trois, c'est la même équipe depuis quelques podcasts maintenant. Salut Lilian et salut Samuel. Salut Flav. Ouais, comme le Paris Basket, on reste à l'équilibre, toujours la même équipe. Voilà, avant de débuter, je vous rappelle, comme d'habitude, que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, @ParisB-8OnAir, sur Facebook, Paris Basketball on Air. Vous pouvez retrouver évidemment toute l'actualité du club sur notre site, parisbasketball-onair.fr. Voilà, nous, on va pas perdre plus de temps, on va y aller. Paris Basketball on Air, saison 2, épisode 11, let's go. Yo, ici c'est ton book d'Andy pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Et on démarre du coup avec, on va dire, le chapitre le moins sympathique de ce podcast, qui va être la défaite à Poitiers. C'était il y a une dizaine de jours, une défaite 72-71 d'un petit point, que Paris a maîtrisé largement en première mi-temps avant de s'écrouler. Je vous propose, messieurs, qu'on fasse un espèce de pouls du match. Je commence avec toi, Lilian. Comment tu analyses déjà cette rencontre globalement ? Globalement, on peut dire qu'on a eu un Paris à deux visages. Paris de la première période et un de la seconde qui était totalement différent. On était assez euphorique. On pouvait être en tout cas assez euphorique à la mi-temps et on a vite déchanté par la suite. Et c'est dommage parce qu'on vantait dans le dernier podcast les mérites de Paris qui, on se disait, commençait à trouver un peu de constance dans les matchs. Et puis, patatras, là, c'était même plus quelques minutes dans le match. C'était carrément toute une mi-temps où les Parisiens sont passés à côté. Donc, on avait de quoi être déçus après ce déplacement à Poitiers qui aurait dû… On aurait pu penser se diriger vers une victoire. Poitiers qui est dans les derniers du classement, mais qui… en 2021, arbore un tout autre visage. Donc, ouais, c'était quand même une déception, cette défaite de Paris à Poitiers. Samuel, c'était quoi l'émotion à chaud juste après le match ? Comment tu étais un peu après la rencontre ? Franchement, je pense qu'il n'y a que Paris qui peut te faire dire. Parce que vraiment, je regarde la première mi-temps. Alors, j'étais en mode, bon, c'est vrai que c'est Poitiers, c'est pas la meilleure équipe, mais j'étais en mode, ok, cette équipe, ça commence à devenir sérieux, quoi. J'adore regarder, on est vraiment fort, il se passe quelque chose, tu vois. Et la deuxième mi-temps, je ne pouvais pas croire que la première mi-temps venait d'être jouée, en fait. Le coach a dit en conférence de presse que la production offensive en deuxième mi-temps est honteuse. Moi, je pense que le plus scandaleux, c'est ça, ils ont lâché le match mentalement. Ils se sont vus trop beaux parce que la première mi-temps, elle était vraiment facile. Honnêtement, je ne voyais pas comment ce match pouvait échapper aux Parisiens. Je trouvais que l'adversaire et l'opposition étaient vraiment, vraiment un cran en dessous. Et c'est juste qu'ils se sont laissés aller. Ils se sont crus, je ne sais où, mais voilà, j'ai perte totale de mental et de professionnalisme, hein, pour moi. Ouais, c'est justement, on a vu l'entraîneur après en conférence de presse qui était vraiment énervé, qui répétait le mot honteux, je sais pas, 4-5 fois en 3 minutes, tellement était énervé. Même à la fin du match, quand tout le monde se serre la main, lui, il est parti au vestiaire, il était tellement énervé en fait d'une défaite que Paris, en fait, c'est un match que Paris a gagné. En vrai, Paris aurait dû le gagner celui-là. Et non, parce qu'ils ont lâché, tu le dis, mentalement, mais ça s'est joué évidemment offensivement. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle tout d'abord de la première mi-temps. Ouais, clairement, il y a tout qui fonctionnait côté Paris et surtout le shoot extérieur où on avait à la fois Nobel Bungu Kolo, Juan Bégarin qui rentraient leur tir extérieur avec une certaine facilité et on se disait que si ça commençait comme ça, ça pouvait que aller au bout. Mais c'est vrai qu'on parle de la belle première mi-temps de Paris, mais c'est peut-être aussi là où ils perdent au final le match parce que avec la telle réussite qu'ils avaient, on aurait dit qu'ils auraient pu avoir un matelas plus confortable, qu'ils étaient à peine au-dessus des 10 points d'avance. On aurait pu se dire que Poitiers avait tellement la tête au fond du trou que si on avait peut-être creusé jusqu'à 15 points, ça aurait peut-être été un avantage qu'on aurait pu garder jusqu'au bout. Et Poitiers a su rester dans le match grâce aux fautes provoquées, notamment avec Mathis Keita. Il y avait j'ai trouvé pour une fois Paris assez dominé physiquement, notamment à l'intérieur. Et c'est peut-être ce qui a permis à Poitiers juste de rester dans le match, en tout cas à une distance encore acceptable en première période, pour après revenir. Mais c'est vrai que Paris avait une réussite assez insolente sur la première période qu'ils n'ont pas réussi forcément à conserver en seconde.
Ouais, puis surtout, on va parler de l'adversaire aussi, hein, parce que sur la première période, ils n'ont pas rentré grand-chose, Poitiers, hein. Franchement, mais que ça soit des shoots ouverts, je me rappelle d'une séquence où ils prennent les rebonds offensifs, ils ont 3 fois un tir à 3 points et ils ne le mettent pas. Ils en mettent aucun sur 3 tentatives ouvertes. Je me dis, bon, il ne peut rien nous arriver. Les mecs, ils rentrent rien, il faut juste rester concentré, quoi. Et non, mais c'est vrai que cette première mi-temps, elle était vraiment, vraiment très, très réussie. Bégarin, dans la continuité de lui, ses performances individuelles qui sont de plus en plus intéressantes, notamment dans sa réussite au shoot, parce qu'il met 20 points à 4 sur 8 à 3 points, mais il prend aussi 5 rebonds avec 3 passes décisives, donc c'est vraiment complet. Avec 2 contres défensifs en plus et une interception. Non, non, mais ouais, j'ai l'impression qu'on fait les mêmes podcasts chaque semaine, quoi. Tu vois, c'est deux nains, un coup c'est deux nains, un coup c'est Poitiers. C'est tout le temps la même chose. Ouais, je suis assez d'accord. Juste c'était au niveau des stats, je crois qu'ils sont à 8 sur 11 les Parisiens à 3 points à la mi-temps, truc du genre. J'en ai un en tête c'est un panier de Milan où il est limite dos au panier à 3 points, il arrive quand même à le rentrer par Mm. chance. Et ça symbolisait vraiment toute la réussite de Paris à ce moment-là. Paris qui était parti sur un de ses meilleurs matchs offensifs en première mi-temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe soit à la deuxième où tu commençais à parler un peu de Bégarin, Sam. Ça peut être aussi un joueur dont on peut parler, qui monte en gamme, qui ne devait pas forcément jouer ce match parce qu'il était blessé la semaine d'avant, il était très incertain. Et qui, pour moi, alors il y a eu Nobel en première mi-temps, mais pour moi, Bégarin, tout le match, il a été vraiment au même niveau de performance quasiment tout le long. Ouais, il a été bon sur ce match. Moi, je trouvais quand même qu'en deuxième mi-temps, il y a eu quelques fois des choix qui montraient un certain relâchement. Des fois, je trouve que Johan, par exemple, j'ai des contre-attaques en tête où il veut trop aller vers le panier au lieu de peut-être de la jouer collective. Je critique pas le choix d'y aller seul, mais d'y aller trop brutalement. Et globalement, mais c'est vrai que sur ce match-là, c'est difficile de lui tomber dessus à Johan, si tu voulais que je réponde que sur lui. Non, bah non, bien sûr. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est quelque chose qu'on dit depuis plusieurs semaines, c'est son tir à 3 points sur le catch and shoot. Je sais pas combien il en met encore, il doit en mettre deux ou trois qui sont comme ça. Tu disais 4 sur 8 à 3 points, c'est ça? Ouais, il est à 4 sur 8, ouais. C'est des stats qu'on le voit jamais faire et qu'on le voit de plus en plus. Enfin, il se rapproche de plus en plus de ces stats-là. Moi, je le trouve super propre. C'est vraiment les seuls tirs, je trouve, où il a vraiment grimpé en qualité. Enfin, maintenant, il est dangereux sur du catch and shoot où lui, il est immobile. Après, sur les autres tirs à 3 points, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'on sent une vraie transformation de son jeu depuis quelques semaines. On l'avait pressenti, on sentait qu'il se tendait un peu plus vers l'extérieur, mais là, c'est clairement visible. Il est maintenant, en plus de prendre des catch and shoot, il essaie beaucoup de prendre des shoots en sortie d'un jeu sans ballon. Donc, non, c'est vraiment intéressant et ça peut que l'aider à agrandir sa palette pour ensuite, comme tu t'en parlais, Sam, pour ses incursions dans la raquette. On sent ouais, qu'il a encore un peu un peu trop attiré par le panier et pas forcément de plan B quand il va driver. C'est un peu je vais tout droit et mes qualités athlétiques vont faire le reste. Mais justement, face à une équipe de Poitiers qui, plutôt athlétiquement, était bien servie dans le secteur intérieur, bah, des fois, ça va pas. Il faut encore qu'il, on va dire un peu comme dans le foot, qu'il essaye de lever la tête parce qu'en plus, il a cette qualité de passe, par exemple, quand il a fait la différence sur le drive pour justement donner à un coéquipier. Donc, ce serait bien qu'il s'en serve. Mais ça va certainement venir. On voit qu'il a, en à peine quelques semaines, comment il a progressé sur son tir extérieur. Alors, je n'en doute pas qu'il va encore progresser dans les semaines à venir. Ouais, donc on peut peut-être passer sur la deuxième mi-temps. Euh, une deuxième mi-temps vraiment bah, cauchemardesque où Paris a juste éteint le cerveau et arrêté de jouer. Je sais pas trop ce que vous avez à dire là-dessus. Peut-être Sam sur la deuxième mi-temps de Paris. Comment toi Franchement, pour qu'est-ce moi, que il n'y tu a rien analyses? à dire d'autre à part que ils ont arrêté de jouer. Ils pensaient avoir gagné le match, sauf que le match, il n'est pas gagné jusqu'à la fin, jusqu'au buzzer final. Ils pensaient l'avoir gagné. Il n'y avait plus de sérieux, il n'y avait plus cette envie de jouer, il n'y avait plus cette envie d'être structuré et carré, de faire des efforts. Je pense qu'ils ont arrêté de faire les efforts en deuxième mi-temps et il est là le problème. Est-ce que vous pensez pas, Lilian, peut-être je pose la question, est-ce que vous pensez pas que les absents pour mener le jeu un peu, donc tout ce qui est Kevin Franceschi, Gauthier Denis, ces garçons-là, est-ce que ces absences ont pu justement faire que Paris a déjoué parce qu'ils n'ont pas l'habitude encore de jouer avec cet effectif-là? Ouais, peut-être sur les dernières minutes, mais je trouve pas forcément sur l'ensemble de la seconde période parce que je revoyais le match avant d'enregistrer. Je trouve qu'encore le début de troisième quart-temps est cohérent, mais c'est juste que ouais, il y a peut-être eu
un petit manque de sérieux parce que le nombre de tirs au près qu'on loupe, c'est assez aberrant. Et en plus, des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de ça. Je pense à Sleva, je pense à Chéri, je pense à Amara. C'était assez frustrant. Et en plus, en fait, le pire, c'est que Poitiers, dans ce troisième quart-temps, ils reviennent petit à petit, quoi. Ils font même pas un vrai run où ils vont enchaîner 2-3 shoots d'affilée. C'est juste que Paris loupe tellement de choses que Poitiers a juste à mettre quelques tirs de temps en temps. Et puis, ils ont gratté jusqu'à être à 2-3 points au début du quatrième quart-temps. Et puis là, Paris s'est trouvé bien embarrassé. Et comme face à Denain, et ben là, ils ont plus la capacité à réagir. Et c'est peut-être là, après, dans les dernières minutes, qu'au final, les différentes absences ont pesé. Mais c'est frustrant parce qu'au final, on n'a même pas l'impression que c'est Poitiers qui a fait le forcing pour revenir. C'est vraiment Paris qui s'est sabordé tout seul, comme face à Denain. Et puis surtout, juste pour conclure et répondre à ta question, Flav, on a vu auparavant contre Évreux que Paris était capable, même affaibli, de rester sérieux D'avoir du répondant, ouais. et de produire quelque chose. Donc, pour moi, c'est pas une excuse sur cette deuxième mi-temps. Ouais, mais par exemple, à Évreux, ça se joue vraiment sur le shoot un peu miraculeux de Nobel. C'est toujours ric-rac. Même si à Évreux, évidemment, il y avait d'autres choses qui ont été. Enfin, au niveau de basket, c'était vraiment Mais pas à la même Évreux, chose. c'est même pas le résultat, c'est la mentalité affichée, Ouais, bien sûr. Mais là, franchement. par exemple, moi, ce que j'ai en tête, c'est contre Poitiers, Paris, ils mettent 0 point encore dans les 2 dernières minutes, ce qui est arrivé à Denain, même plus que 2 minutes d'ailleurs. Et il y a des actions qui sont vraiment symboliques de ce qu'est Paris, en fait. Il y a ce passage en force de Nobel là, quand il reste 15 secondes, alors qu'il y a à peu près 4 défenseurs de Poitiers dans la raquette et 3 Parisiens. Enfin, en gros, c'est vraiment bouché et il préfère le choix de faire le drive. Et derrière, Bégarin, il arrive quand même à faire l'interception et d'avoir une dernière occasion. Ça passe pas parce que le shoot d'Amara est vraiment compliqué. Mais c'est toujours ça. Ce que j'ai l'impression, c'est à chaque fois, Paris a les moyens d'aller gagner un match plutôt facilement, mais à chaque fois, ils se rendent le match difficile et que ça joue à une ou deux possessions. Et quand ça joue à une ou deux possessions, ils ne sont pas capables de gagner le match. Après, je pense que ça va venir. Ça va venir avec. Ça va Ça va venir venir- aussi avec Je l'expérience. pense que c'est le dernier, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est le dernier gros axe de progression de l'équipe. Tu vois, on a vu les affirmations de mecs comme Loïs Gendret, de Milan Barbic, son éclosion cette saison, même de Kamagaté. Quand on va parler de Nantes, on va également parler d'Evans Ganapamo. Donc là, on arrive peut-être à l'apogée de ce groupe où tout le monde s'exprime. Et c'est vrai que l'axe de progression, ça va être gérer les moments chauds. Complètement. Du coup, on peut passer au match contre Nantes. C'était samedi. Là, victoire un peu plus facile pour Paris, 71-58. Grosse performance défensive des Parisiens. Pareil comme tout à l'heure, je propose qu'on fasse un petit peu un récap général du match. Sam, toi, tu étais le seul d'entre nous à être sur place. Euh, C'était comment le match Non, mais franchement, c'était impressionnant parce que on a des joueurs qui mettent beaucoup de points. On a eu Dustin Sleva qui, sur des mi-temps, s'est révélé, a explosé, a montré toute l'étendue de son talent. Mais jamais on avait eu un hit check comme ça, un mec qui prenait feu à ce point sur toute une rencontre, comme l'a fait Evans Ganapamo. Parce que je suis obligé de parler de lui en premier parce que franchement, s'il ne fait pas ce match-là, je ne sais pas si on le gagne. Parce que, comme a dit le coach, on a très bien défendu. Le club a très bien défendu. Comme à son habitude, c'est la meilleure défense du championnat. Mais ça n'a pas très bien attaqué. Alors, il y avait un contexte qui fait qu'il y a encore des absents. C'est un contexte qu'il ne faut pas négliger, même si c'est le même match après match. Et dans ce contexte-là, on a besoin de gens qui step up. Et c'était Evans Ganapamo. Et même le coach de Nantes a dit, honnêtement, nous, on avait un plan de jeu. Et dans notre plan de jeu, on n'avait pas prévu 24 points d'Evans Ganapamo. Donc voilà. Mais Ah bah, non, non, sur le moment, c'était vraiment impressionnant à regarder. je te rassure, j'avais pas non plus prévu qu'Evans mette 24 points et je suis pas grand monde qui l'avait prévu. Lilian, pareil, quand tu as vu le match, très surpris forcément de ce qui s'est passé. Ouais, carrément. On était un peu pour vous mettre dans la confidence je regarde la conversation du groupe et je vois un grand Evans Ganapamo marqué en grand. Bon bah je me dis il a dû peut-être marquer un shoot de la gagne ou je sais pas. Et là après je regarde le tableau de score, 24 points. J'étais là d'accord. C'est sûr là pour le coup à Factor X, Evans Ganapamo c'est la définition même parce qu'on s'y attendait pas du tout. Même si on a vu qu'il avait joué sur les derniers matchs,
pouvait pas se dire que là, il allait nous sortir une perf défensive, enfin une perf comme celle-ci dans un match où il y avait beaucoup de maladresse des deux côtés. En préambule de la rencontre, on avait dit que Paris et Nantes, c'est peut-être les deux équipes les plus irrégulières du championnat. Bon, pour le coup, ils ont été assez réguliers dans les échecs au tir samedi dernier. Donc voilà, non, vraiment, Evans, ça fait la différence. Et c'était, en revoyant le match, c'était assez bluffant à voir. Et il était vraiment sur un nuage. Ah, mais il prend un premier shoot, ça rentre. Il était même pas très défendu. Le deuxième, pareil, il n'est pas défendu. Et même quand ils ont commencé à lui mettre des garçons sur la tête, eh ben, ça rentrait quand même. Moi, c'est surtout le troisième quart-temps où il met 12 points en 4 minutes, un truc du genre. Et c'est globalement ce qui fait gagner le match pour Paris. C'est juste, il y a un gars qui s'est révélé offensivement. Il est à 9 sur 10 au tir, 5 sur 5 à 3 points. Enfin, c'est des stats qu'on n'a jamais vues en fait depuis 1 an et demi qu'on fait les émissions, qu'on fait les podcasts. C'est jamais arrivé qu'un gars fasse un match comme ça. Et c'est super surprenant. Sam, tu dis que le coach de Nancy ne l'avait pas prévu dans son plan de jeu, mais c'est en conf de presse. Il ne connaît pas son prénom. Je ne suis même pas sûr qu'il l'ait vite fait scouter. C'est Mm. juste, ils ont découvert un mec sur le terrain, mais je pense que Paris aussi a découvert un garçon sur le terrain. Et quand tu vois la joie des coéquipiers à chaque panier qu'ils mettaient, c'était là la mentalité et le supplément d'âme, c'était lui qui est venu l'apporter. Ouais, après, comme lui l'a dit, et je pense que certains de ses coéquipiers l'ont ressenti comme ça, lui, il a toujours senti qu'il avait ça en lui. Et le coach aussi l'a dit, c'est juste qu'il n'arrivait pas à le mettre en application. Et ça a été le cas. Mais moi, j'ai envie de parler d'un truc, c'est que on a des matchs où Nobel, par exemple, va faire ce type de match, c'est-à-dire pas avec cette réussite-là, évidemment, mais va finir à 24 points, 22 points, euh, mais beaucoup de lancers francs, des shoots à la sélection un petit peu douteuse où il a un peu forcé, tu vois. Sur les 24 points, je pense qu'il y a 70% qui sont des bons shoots. C'est vraiment le résultat enfin, c'est ce qu'il fallait faire, tu vois. Il y en a juste un ou deux, il les a mis parce que là, il était, voilà, la main, ça brûlait. Donc, il sentait qu'il pouvait les mettre, tu vois. Mais c'est pas juste 24, c'est pas juste du scoring, c'est du contenu, c'est du très bon contenu qu'on a eu d'Evans Ganapamo. Bah, moi, j'ai trouvé, quand on lui donne le ballon et qu'il dribble avec, je trouve qu'il en fait pas grand-chose du ballon. Mais quand il joue off-ball, et dans cette équipe, il est amené à jouer off-ball justement parce que il a des manières de ballon et des joueurs qui, tout simplement, dans le statut, sont amenés à avoir la balle. J'ai trouvé justement que c'était là où il était vraiment le plus intéressant parce qu'il peut se faire oublier. La défense, je l'oublie parce qu'elle se dit, bah voilà, c'est un garçon je crois qu'il met même pas un point par match depuis le début de saison. On se dit, bah c'est bon, on peut le laisser ouvert au moins une fois, peut-être deux. Sauf que là, il n'a pas pardonné. C'est un garçon qui a quand même un bon tir, hein. Là, cette saison, je regardais, il a 41% à 3 points. Évidemment, c'est boosté par le match qu'il vient de faire. Mais c'est un garçon qui a quand même un gros tir. Juste comme le coach le disait en conf de presse, c'est un garçon qui doit encore plus travailler sur comment il joue et comment il sent le jeu. Mais honnêtement, sur ce match, c'est 10 sur 10 en fait. Même, si on doit le noter, pour moi, je lui mets la note maximale, par exemple. Et puis, ouais, Lilian, tu veux rajouter un truc? Non, mais c'est vrai. Mais au final, le coach d'Inan disait qu'il le découvrait, mais nous aussi, on le découvre au final, Evans. On n'a jamais vu beaucoup de choses de sa part. Alors, il est là depuis la création du club, mais au final, il a passé 2 saisons blessé globalement. Et cette année, pas beaucoup de temps de jeu, mis à part là depuis quelques semaines avec les récentes blessures. Donc nous aussi, on apprend à le découvrir. On sait que c'est un scoreur dans l'âme, ça se voit. Il est attiré par le panier, mais là, en fait, par rapport aux autres matchs, c'est juste qu'il a réussi à mettre ses quelques premiers tirs que dans les autres matchs, il ne met pas forcément. Et après, ça lui a donné de la confiance pour tout le reste. On l'a vu, on l'a senti plus impliqué en défense. Il a fait même 2 interceptions, dont une où il part au dunk. Et on le sentait vraiment, ouais. On a senti que les premiers tirs qu'il a mis dans le match l'ont vraiment conditionné pour la suite. Et puis, Jean-Christophe Prat l'a bien senti. Il l'a remis d'entrée de jeu en seconde période. Et puis, ça a donné la suite qu'on connaît. Donc, non, en tout cas, j'espère que ça va lui donner, comme le coach l'a dit, un vrai déclic, que ce n'est pas juste un coup d'épée dans l'eau. Parce que, voilà, comme vous l'avez dit, on sent qu'il faut qu'il s'améliore sur la lecture du jeu, qu'il a souvent. Et c'est pour ça qu'il est le mieux quand il évolue off-ball, parce que quand on sent qu'il prend la balle, il ralentit quelque peu le jeu, il ne sait pas forcément quoi faire avec. Donc, c'est vraiment mieux de l'utiliser, d'utiliser son shoot justement pour créer de l'espace. Et maintenant, il faut espérer que peut-être
ce match crée un peu de la… Même s'il n'est pas obligé de reprendre autant de tirs que ça, mais que ça crée de la gravité pour les autres matchs et que les adversaires se disent, bon, Evans, il ne faut pas le laisser ouvert à 3 points, sinon ça peut être ficelle, donc, et que ça peut ainsi dégager de la place après pour les autres joueurs. Non, mais puis surtout, qu'est-ce que ça envoie ce message? Tu regardes l'effectif, tu te dis, ça fait deux, en quoi? En 4 matchs, tu as eu Factor X, Ganapamo, ce que disait le coach, tu as eu Factor X, Ganapamo et Factor X, Louis Gendré. C'est-à-dire que là, comme je disais tout à l'heure, on arrive à un moment où tout le monde a trouvé sa place dans ce groupe et le danger peut venir de partout, tout le monde peut apporter. Je ne sais pas s'il y a des effectifs, s'il y a autant, s'il y a en Pro B, parce que là franchement, je suis devant les effectifs qu'on a. Bégarin, Nobel, De Sisleva, Valentin Chéry, Milan Barbic, Ismaël Gamagate, Amarassi, Loïc Gendré, Evans Ganapamo. Ça, il n'y en a aucun, tu te dis, ouais, bon, il fait un bon match de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est les mecs c'est les mecs qui sont sérieux. Et justement, il manquait l'affirmation, entre guillemets, de Loïs Gendré et Evans Ganapamo. Maintenant, on sait de quoi ils sont capables. Il va falloir compter sur un effectif qui est capable d'amener du danger et d'amener de la créativité de partout. Bah, par exemple, là, le coach disait justement, Paris a 2 spots de libre avec la blessure de Kevin Franceschi, et même il y avait un spot de disponible déjà depuis le début de saison. Et il disait, mais à qui moi je vais retirer du temps de jeu? À qui est-ce que je vais pouvoir ramener sans que ça pénalise la progression des joueurs que j'ai actuellement? Moi, je suis pas spécialement d'accord avec cette idée-là, c'est-à-dire que certes, il y a des garçons qui travaillent très très bien, ou du moins qui progressent. Maintenant, pour moi, l'objectif du club, enfin, faut pas l'oublier. Et justement, je trouve que c'est un peu réfléchir dans le sens où on veut pas forcément monter cette année. Alors Paris a l'ambition de monter depuis 2 ans. Et j'ai un peu de mal à me dire, voilà, on va remettre enfin, si ça tourne mal dans un match, je vais faire entrer Evan Ganapamo et ça va marcher, ça peut fonctionner. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas que ça, c'est pas que c'est ça. C'est juste dans cette idée de euh, j'ai envie de voir à quel potentiel il peut aller. Mais l'idée du Paris Basketball, certes, c'est de faire progresser ces jeunes, évidemment, mais c'est de monter. Et tu peux pas forcément monter en mettant que des jeunes joueurs ou en leur laissant beaucoup de temps de jeu et leur dire bah, si tu rates, c'est relou, hein, mais Ouais. faut que tu fasses mieux au prochain. Et là, on a quand même des sacrés éléments de réponse, je trouve. Je pense que l'équipe, elle a montré qu'elle était capable de battre n'importe qui, surtout dans le contexte de cette saison. Il faut prendre le contexte qui est que les cartes sont un petit peu redistribuées. Et franchement, quand tu vois que malgré tout ce contexte-là, il a réussi à construire un groupe avec une cohésion et ouais, un esprit d'équipe, une entente, comment dire, une symbiose. Je comprends, moi, qu'il a dit hein, en conférence de presse, il a dit je suis pas sûr d'avoir envie de perturber cet équilibre. Et franchement, moi, je le comprends. Moi, je le comprends. On a un groupe qui vit, qui grandit ensemble, qui vit des choses. Et je suis même pas persuadé que même si tu amènes un joueur qui serait un très bon joueur, tu sais, ça me fait penser un petit peu à Didier Deschamps, qui est souvent blâmé pour la vie de groupe, etc. Bon, alors après, il y a certains de ses choix qui seront à rediscuter, mais c'est des choses qui sont très importantes. C'est des choses qui sont très importantes. Et moi, je comprends complètement la vie du coach qui veut pour l'instant pas toucher à ce qui se passe. Ouais, non, ça, je peux l'entendre encore, mais c'est juste que on sait que Paris a du budget et peut recruter, ne serait-ce que même qu'un pigiste médical hein, pour Kevin Franceschi, parce que bah, ce que je vous propose, on parlera peut-être la défense à la fin, mais je voulais qu'on parle un peu de Milan Barbic, qui est, je trouve, vraiment dans le dur depuis le début de l'année 2020. Alors juste, Lilian, peut-être je te 2021. lance. 2021, pardon, bien sûr. Qui depuis son gros match à Denain, qui était son meilleur match en carrière, Milan, c'est 20 minutes de moyenne pour 3,4 déval et autant de pertes de balles par match. 3,4 pertes de balles par match. Et autant depuis le début de saison, je trouvais vraiment qu'il s'affirmait de plus en plus à chaque match. Autant là, je trouve que le mur commence vraiment à être difficile pour lui à escalader et que les blessures autour de lui lui font pas que du bien. Lilian, toi, je sais pas si tu as la même analyse, comment tu ressens un peu de Milan depuis quelques matchs. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est assez difficile à évaluer un peu Milan ces derniers temps. Et c'est vrai que j'y pensais pas. Moi, je m'étais plutôt dit dans ma tête, ces absences vont lui permettre de prendre encore un peu plus d'ampleur et justement de montrer ce qu'il vaut. Et au final, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Et c'est peut-être
lié à son jeu qui est plutôt d'être un meneur gestionnaire qui organise l'attaque, qui initie en tout cas les premiers mouvements de l'attaque. Et c'est vrai qu'on le sent, je sais pas, on le sent moins à l'aise, peut-être plus. On a l'impression de retrouver le Milan de l'an dernier qui se laisse facilement prendre sous pression, qui perd des ballons fâcheux sur ses rentrées. Euh, et ouais, il y a une petite baisse de régime en ce moment. Alors, est-ce que c'est lié uniquement à ses blessures? Difficile de le savoir. Mais ouais, c'est vrai qu'il est un peu dans le dur en ce moment. Bah, par exemple, c'était contre Poitiers. Il perd deux ballons assez rapidement. Il fait une passe à Bégarin qui ne regarde pas la balle. Derrière, il perd la balle parce qu'il se fait presser. Et au bout de 2 minutes, le coach le sort et il fait rentrer Loïs Gendré. Et c'est quelque chose que je trouve qu'on voit de plus en plus. Ou Pratt, justement, depuis que aussi Loïs a du temps de jeu, hein. Ça fait que 3 matchs, hein. Mais depuis 3 matchs, on voit qu'il n'hésite pas à sortir Milan quand ça va pas. Et qu'il ne le laisse plus vraiment faire ce qu'il veut sur le terrain ou ce qu'il peut. C'est-à-dire que là, contre Nantes, il perd 7 ballons. C'est donc d'ailleurs son record de perte de balles sur un match. Et pour moi, c'est pas anodin la période qu'il est en train de traverser. Après, c'est quelque chose qu'on peut voir sous un autre angle. C'est-à-dire comme en NBA, tu as un rookie wall, que tu as une période où ça va moins bien et que tu vas forcément finir par dépasser parce que tu t'adaptes. Et surtout que Pratt Et laisse ça tombe pas au vraiment mauvais moment. la place aux erreurs chez les jeunes. On le voit bien, dès que Bégarin fait deux, trois bêtises, dès que Ismaël Kamagaté est pas vraiment dans son match, il va pas hésiter à les sortir. Et il a raison en soi, parce que sinon, tu laisses échapper le match. Donc, c'est sûr que dès que tu es un tout petit peu dans le dur à Paris, ben, forcément, il y a des joueurs derrière toi et ils vont prendre ta place. Comme Ça, le fait Loïs actuellement, sa petite dizaine de minutes à chaque match, ben, sur ce qu'il nous a montré, il les mérite. Donc, il n'y a pas de honte à le faire rentrer à la place de Milan, même si la rotation est serrée en ce moment. Sam, sur Milan, qu'est-ce que tu en penses un peu de son année 2021? Ouais, ouais, c'est vrai qu'il démarre compliqué. Il démarre de manière compliquée, mais ouais, je pense que c'est juste une mauvaise passe et que le coach va trouver les solutions, le groupe va l'aider à se remettre dedans. Et ouais, c'est le contexte et ce nouveau rôle, c'est la blessure de Kevin qui lui a fait prendre encore plus d'importance déjà qu'il avait plus d'importance parce qu'il était passé titulaire. Là, il est passé de titulaire à c'est sur toi que repose la ligne arrière un petit peu. Et d'ailleurs, on le voit qu'en ce moment, Bégarin a de plus en plus de responsabilités à ce niveau-là pour essayer peut-être un petit peu de soulager Milan. Je pense que ça va passer. Je pense que ça va passer. Il est dans le dur, mais c'est pas synonyme d'un mauvais. C'est quelqu'un de sérieux, Milan, hein. On le voit. On voit comment il travaille, on voit comment il parle. Il n'y a pas, y a pas de souci, je pense, à se faire. Ouais, du coup, je voulais qu'on finisse un peu sur la défense parce que, encore une fois, c'est pas anodin que Paris gagne un match en prenant si peu de points. Alors, là, Paris, on encaisse 58. Je crois que, si je vous dis pas de bêtises, c'est le deuxième plus petit total depuis le début de saison. Ils avaient pris 57 contre Lille. Donc, bah, ça joue un mouchoir de poche. Et C'est marrant parce que je crois que c'était contre Nantes aussi l'année dernière où tu fais ta meilleure paire défensive. Je crois qu'ils ont mis que 53 points. ouais, Nantes, ouais, oui, si, Nantes qui était venu à la Carpentier juste avant de gagner la Leaders Cup. Ils étaient venus à Paris. On avait un peu peur, je me souviens. On n'était pas Ouais. hyper rassurés de ce En fait, match. ils avaient gagné plus 24 à l'aller et on leur met plus 25 au retour. C'est ça, carrément. Et vraiment, pour le coup, Paris avait déroulé. Et là, la défense encore. Bah, c'est pas pour rien que Paris est la meilleure défense du championnat. Clairement, je pense qu'on l'a encore vu là contre Nantes, qui certes une équipe irrégulière, mais qui est capable, qui a quand même des joueurs de très grosse qualité. Terry Smith notamment, René Rougeau, c'est des joueurs qui sont de très très bons joueurs de Pro B. Et ça n'a même pas posé problème défensivement. Il y a eu quelques, je trouve, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. Au début de match, je trouvais que Paris laissait beaucoup trop de contre-attaques. Et limite, en fait, les seuls points faciles que Paris a pris, c'est quand Paris ne mettait pas de panier et laissait une opportunité de transition à Nantes. Sinon, globalement, je trouvais vraiment que défensivement, il n'y avait rien à dire. Ah Tout ouais. était à garder limite. Non, 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 c'était vraiment bien. Et le coach l'a dit en conférence de presse, il savait qu'il fallait brider Terry Smith. Il a dit qu'il avait mis Nobel dessus. Et franchement, Nobel, en plus de faire un bon match offensivement, défensivement, il a fait un match franchement très intéressant. Donc, non, non, c'est bien, mais c'est l'identité de cette équipe, hein. Le jour où elle perdra sa défense, ça va être très compliqué. Et puis on sent que dès qu'il y a un joueur qui prend feu ou que
l'équipe en général prend feu, tout d'un coup, la défense, elle step up. Il y a un niveau d'agressivité qui est bien relevé. Et c'est ce qui s'est passé en début de troisième quart-temps quand Evans commence à prendre feu. Bah là, la défense, elle met aussi les barbelés. Et, euh, et on a senti vraiment Nantes à chaque fois pressé de jouer vite parce qu'ils sentaient justement qu'ils n'avaient pas forcément le temps de mettre en place leur jeu. Et ils ont aussi raté beaucoup de paniers faciles près du panier. Et c'est peut-être justement cette pression mise par Paris pendant plusieurs minutes qui les a forcés tout simplement à rater ces tirs entre guillemets faciles et qui, bah, après, ça a facilité la tâche de Paris pour la fin du match. Ah non, mais Euh, c'était le run de 15-0 là. Ils n'ont pas marqué de points pendant 6 minutes 20, hein, Nantes. ouais, c'est Pendant c'est 6 grave. minutes. C'était n'importe quoi. Franchement, de la halle Carpentier, c'était impressionnant. J'avais envie d'étouffer pour les joueurs nantais dès qu'ils attaquaient. Je vous propose, avant de finir, qu'on fasse un petit point Sleva quand même, qui fait globalement. MVP, MVP. Ah non, mais ça commence à être très très sérieux. Juste, j'ai l'impression qu'il a fait limite le même match qu'à Évreux. C'est très timide en première mi-temps, on ne le trouve pas tant que ça, mais défensivement super propre. Et puis alors en deuxième mi-temps, tous les rebonds offensifs, il les avait. Il doit marquer 6 ou 8 points parce qu'il prend des rebonds offensifs. Il n'y a rien à dire, en fait, il est trop fort. Il est exemplaire. 2 interceptions. Il participe partout. 20 dévals. Et puis là où c'est un joueur qui te fait du bien. 5 sur 5 au lancer franc. Il est tout le temps Mm. serein sur la Ouais, ligne. mm. Et ça, je vous jure, dans cette équipe-là, ça fait du bien. Ouais, C'était et puis il provoque des fautes à chaque fois dans des moments où Paris est un peu dans le dur. Donc non, il remplit son rôle de co-capitaine à merveille. Et puis, enfin, même on parle d'un match, je ne sais plus comment tu l'as qualifié, Flavien, mais d'un match, on va dire lambda pour Sleva. C'est Ouais, ça? limite, mais limite, 13 points. Alors, il fait 13 points, c'est 9 rebonds, 3 passes. Si on parle d'un match lambda, c'est dire le niveau d'exigence maintenant qu'on a avec lui, c'est tellement il limite nous a un nouveau. impressionnés, quoi. Mais pour moi, limite, c'est juste un jour de plus au bureau, quoi. Mm. C'est vrai en fait, ça ressemble vraiment au genre de match où bah, maintenant, limite, s'il fait pas 20 dévals ou enfin, allez, entre 17 et 23 dévals, euh, c'est qu'il va pas bien. C'est juste, et franchement, c'est tellement impressionnant parce qu'il fait ça en dormant presque. Voilà, Nantes est pas, il fait pas un match exceptionnel offensivement, mais juste les points importants et les moments importants où il faut pas que l'équipe lâche, bah, c'est lui qui prend le lead par des grosses actions, par des rebonds offensifs. C'est lui qui, à chaque fois qu'il y a un petit temps mort dans le jeu, c'est lui qui appelle ses coéquipiers Mm. pour venir parler. Tu sens vraiment que. Alors là, il y a eu le portrait sur lui dans Mi Basket cette semaine qui détaille vraiment ça. Tu sens qu'il s'est vraiment adapté à cette équipe et que c'est plus son équipe à lui que c'est par exemple l'équipe d'Amara, par exemple. Et c'est Aujourd'hui, aussi c'est. l'équipe qui s'est adaptée à lui, quoi. En plus, les deux se sont. Hmm. Autant l'an dernier, bon, Sleva, il revenait de blessure, il s'est inséré dans le collectif, on va dire. Mais là, vraiment, on sent vraiment que l'équipe est en train de se construire autour de lui et c'est vraiment impressionnant. Bah, sauf si vous avez un dernier mot, on peut clôturer là, je pense. 5 millions, non? Yes. Ouais, bah écoutez, merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, nous vous retrouvez, je pense, dans 2-3 semaines. A priori, oui, ça, on l'a pas cité, mais il y aura la réunion de la Pro B mercredi et l'AG, ce sera lundi. A priori, il y aura des matchs la saison va se terminer et va aller jusqu'au bout. Euh, Encore une fois, dans les a priori, ça devrait reprendre pour Paris le 2 mars contre Vichy Clermont à domicile, un gros match. Donc voilà, on attend justement qu'il y ait des matchs pour pour proposer un nouveau podcast. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner sur nos réseaux sociaux, @ParisB-8OnAir sur Twitter et Paris Basketball on Air sur Facebook. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les infos sur la suite de la saison sur notre site parisbasketball-onair.fr. Likez, partagez le podcast. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces bleus sur YouTube, à noter sur Apple Podcast, à laisser des commentaires. Et nous, du coup, on va se retrouver au plus vite pour un prochain épisode. Merci les gars et à la prochaine. Ciao. Salut. Salut!